Thierry, je te laisse la parole. Alors, Virginie est en train de se préparer. Hop, un passeport qui est tombé. Mark Twain, il nous disait, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça pourrait être la devise de Virginie de Lalande. Sauf qu'elle, on lui a répété moult fois que c'était impossible. Et pourtant, elle l'a fait quand même. Donc, comme vous l'a dit François, Virginie est sourde de naissance. Elle est aussi la première femme française donc à être devenue avocate. Mais encore plus fort, elle est devenue finaliste tout récemment en fait de France 2. Vous l'avez peut-être vu, d'un grand concours d'éloquence. Et son parcours finalement, c'est un hommage à la résilience et à la différence. C'est aussi une invitation à donner leur chance aux profils atypiques, sous toutes leurs formes, dans tous leurs atypismes. Car ceux qui sont dits atypiques aujourd'hui pourraient bien devenir la norme de demain. Einstein nous disait « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui les ont engendrés. » Ouais. Et si on explorait le management par la diversité pour mieux casser nos modèles mentaux, c'est ce que va nous proposer Virginie, qu'on accueille. Virginie de Lalande. 70% des Français trouvent que la diversité est une bonne chose. Maintenant, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette phrase. Nous avons tous les mêmes possibilités de réussir, quelle que soit notre couleur de peau, notre origine, notre handicap. C'est quoi ça peut? En fait, le ministère du Travail a identifié quel était le profil idéal pour un recruteur. C'est un homme blanc, entre 28 et 38 ans, 10 ans d'expérience, et qui ne vient surtout pas d'une zone populaire. Ce profil-là correspond à 4 millions de personnes en France. Que faisons-nous de tous les autres, de ces 26 millions de personnes qui représentent la population active? Que faisons-nous des personnes comme moi? Plus belle? C'est quelque chose que j'ai bien compris, assez rapidement d'ailleurs. Je l'ai compris à travers le regard d'une petite fille quand j'avais 8 ans. Pour la première fois, j'ai senti que jamais je ne serais comme les autres. Mon rêve tombait en net. Et à partir de ce moment-là, on m'a dit énormément de choses. Tu ne parleras jamais. Tu n'apprendras jamais à lire ni à écrire. Tu n'auras pas de bac. Personne ne voudra se marier avec toi. Ton métier d'avocat. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées m'envoyaient des messages négatifs. Mes professeurs, les médecins, les personnes qui ne me connaissaient pas. Alors, imaginez quand vous voulez rentrer dans le monde du travail. Levrette. Mais moi, j'avais les mêmes envies que les autres, les mêmes rêves ambitieux. Je voyais bien comment mes amis faisaient, comment ils passaient, comment ils vivaient. Et je ne me sentais pas tellement différente. Allais-je laisser les autres m'empêcher de réaliser mes rêves? Certainement pas. Alors, j'ai plongé dans la piscine et je me suis lancée dans l'aventure professionnelle. Cette aventure m'a fait voyager. J'ai travaillé
au Canada, en Suisse, en France, dans différentes structures, nos cabinets d'avocats, l'entreprise, de la start-up au siège d'une entreprise du CAC 40. J'ai aussi travaillé dans une association, une organisation internationale et même dans une société de gestion de fortune. Cette aventure-là m'a appris énormément de choses. Des choses parfois difficiles, mais aussi des choses extrêmement intéressantes. La première chose que j'ai compris, c'est que finalement la diversité est un sujet que l'on traite, que l'on perçoit différemment selon le pays et la taille de l'entreprise dans laquelle on se situe. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous partager cette expérience, mais surtout vous montrer 3 clés pour vous permettre d'utiliser la diversité comme un levier formidable pour les entreprises, un levier de performance. Le premier levier est celui de l'adaptation. Aujourd'hui, nous sommes dans un mode qui change énormément, un mode qui peut parfois faire un petit peu peur, tellement ça va vite, tellement ça part de tous les sens, de partout, dans le monde entier. Mais en réalité, il y a 2 formes de changement. Il y a le changement classique que l'on connaît, le cycle de l'entreprise. C'est-à-dire une entreprise a 3 étapes dans sa vie. La première étape est celle de la création, une start-up. Et alors, elle va embaucher des personnes qui ont des profils assez différents, des profils assez flexes, qui font plusieurs fonctions en même temps, etc. Cette entreprise n'a pas beaucoup d'argent, mais elle veut faire des choses, elle doit faire des choses pour gagner de l'argent. Donc elle va s'adapter, elle va être créative, innovante. Puis il y avait une deuxième phase de l'entreprise où elle va trouver une vitesse de croisière. Les choses vont s'organiser. Il va y avoir des procédures, des personnes qui vont être affectées à des fonctions bien spécifiques. Et vous avez une troisième phase de changement classique dans les entreprises. C'est l'entreprise qui est dans une routine, qui a besoin de se renouveler, sinon elle meurt. Vous voyez, déjà dans l'entreprise, nous devons en permanence nous adapter à la situation dans laquelle nous sommes et à l'état, au niveau de l'évolution de cette entreprise. Et puis, nous avons la vie. Ce qui se passe autour de nous, l'économie, les décisions politiques, les guerres, toutes ces situations-là. Et l'entreprise est en permanence obligée d'adapter ses produits et ses services au marché, aux réalités du marché. Pour que ces entreprises s'adaptent, il faut qu'elles prennent l'habitude. Et c'est là où nous avons un problème. Regardez. Rappelez-vous toutes les fois où vous êtes allé voir un collègue, un manager, pour leur demander de changer quelque chose, une procédure pour la simplifier, de rajouter un petit détail dans le produit ou dans le service. Et à chaque fois, vous répondez, c'est compliqué, ça prend du temps, ça demande de l'argent. Qui est d'accord avec ça? Et par rapport à ça, il y a en fait une inadéquation entre la réalité du terrain et ce qui se passe dans l'entreprise. Alors, comment faire? Eh bien, peut-être, je dis juste peut-être, qu'une des solutions serait d'introduire un petit peu de diversité dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que la diversité implique que chacun s'adapte à la différence. Regardez, chaque fois que vous avez un nouveau collègue qui arrive,
on cherche un équilibre. On observe le neveu, on se demande comment il va travailler. Est-ce que c'est quelqu'un d'organisé ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un de compétent ou pas? Bref, on est dans une phase d'observation et chacun pose ses pions jusqu'à qu'on arrive à trouver un équilibre. Mais si cette personne-là que vous faites en retrait de l'équipe vous ressemble, c'est trop facile. Il n'y a pas vraiment de changement. Vous trouvez rapidement vos marques. Si c'est une personne de la diversité, une personne qui a une histoire différente, qui parle différemment, qui travaille différemment, il y a des remises en question. Vous vous dites, c'est bizarre. Je n'ai jamais vu ça, je ne comprends pas comment il travaille. Donc, en fonction de la souplesse, de l'ouverture d'esprit que vous avez, vous allez accepter ou pas cette personne. Et en réalité, les personnes qui veulent le plus rapidement s'adapter sont les personnes qui sont prêtes au changement de l'entreprise. Ensuite, la deuxième clé que je souhaitais partager avec vous, c'est que la diversité est un formidable levier pour faire émerger les talents, les individualités de l'entreprise. Pourquoi? Je vais prendre un petit verre d'eau. Je vous dérange pas. J'arrive. Un petit verre d'eau. Donc, je disais, c'est un formidable levier pour détecter les talents. Parce que comme il y avait de la diversité, la première chose qu'on voit, c'est le côté négatif de la personne, le moque. C'est une personne qui a un rond, qui doit absolument rentrer dans le carré. Donc évidemment, la personne va essayer, en étant à rond, de rentrer dans le carré. Donc elle va faire des efforts et tout ça, mais sur le long terme, ce n'est pas possible. Elle n'y arrivera pas. Elle va se mettre en 8, elle va se serrer, et puis au bout d'un moment, le 8, il redevient un cercle. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que petit à petit, on va avoir généralement des tensions, des moments où on se dit « j'en ai marre, il ne comprend rien à notre façon de travailler. Il ne s'adapte pas, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il nous génère davantage de travail, etc. » Mais le vrai problème est qu'à aucun moment, on ne s'intéresse à la personne en elle-même, à ses compétences, en dehors de ce qui est marqué sur le CV. Par exemple, vous me prenez moi. La première chose que vous voyez quand vous me regardez, c'est ma différence. C'est mon handicap. Vous avez 5 sciences, il y en a 4. Facile, mathématiques. Mais moi aussi, je sais faire des choses que vous ne savez pas faire. Par exemple, il y a une vision latérale 20% supérieure à la vôtre. Alors, vous allez me dire, dans le travail, ça ne sert à rien. D'accord. En revanche, il y a d'autres compétences qui peuvent être un petit peu plus utiles. Je sais tenir une conversation de salon sur l'eau. Donc, vous imaginez un projet sous-marine. Ce n'est pas très utile non plus, je suis d'accord. Je sais lire sur les lèvres, exactement comme dans les films.
de vous imaginer les opportunités que ça peut générer. Un exemple. Je travaillais au cabinet d'avocats. C'était un énorme dossier sur lequel on avait des négociations depuis plusieurs mois, assez atroces, assez houleuses. Et je vois mon associé paniquer parce qu'il s'apercevait qu'il avait oublié de vérifier un point du dossier et c'était un des derniers points les plus importants. Je vois sa panique. Je comprends évidemment qu'il y a un problème. Et comme il connaissait mes capacités, il m'a demandé, soit parler, sur le sou, en toute discrétion, d'aller vérifier le point. Je suis sortie de la salle en prétextant évidemment une envie ouriante, parce que les femmes s'est connues une petite vessie. Et je suis allée, en réalité, vérifier le point. Je suis revenue et j'ai fait, et voilà. Une autre chose sur laquelle je suis quand même assez douée, c'est à sentir la personne en face de moi, si elle va bien ou pas, si elle me dit la vérité ou pas. Alors évidemment, mes adolescents hurlent. J'ai vu que c'est quand même très pratique. Et ça, pour les négociations, c'est absolument essentiel. Parce que ça me permet de m'assurer que nous partons vraiment avec un accord win-win. Vous voyez, là, je vous donne quelques exemples, mais j'ai 2 pages. Parce que nous développons tous, chacun, des capacités dont nous ne sommes pas forcément conscients, qui sont naturelles pour nous. C'est ce que l'on appelle la zone de génie personnel. Et pour nous, c'est tellement naturel que quand les autres nous disent « Ah, c'est extraordinaire », on ne comprend pas. Je dis « Mais c'est facile ». Et en fait, dans le milieu du travail, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez aller rechercher. C'est quelles sont ces compétences, cette zone de génie personnel de chacun des collaborateurs de la boîte. Comme ça, ensuite, vous adaptez les postes, les compétences, la répartition des tâches, la répartition des projets en fonction de ces profils-là. Et vous allez être surpris. Souvent, les personnes qui ont le plus de génie personnel sont des personnes qui sont différentes. Si elles n'arrivent pas dans leur vie à être des 5, à se transformer en 8 pour rentrer dans le carré. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui veulent passer leur vie à chercher des plans A, B, C, D pour réussir à être comme tout le monde. Il faut des années avant de se rendre compte, et parfois on n'arrive jamais, mais il faut des années pour se rendre compte à quel point notre différence est une richesse. Et une fois que nous l'avons compris, c'est là où nous allons devenir le meilleur des collaborateurs. Une personne différente, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Une personne différente, c'est généralement une personne qui a morflé, qu'on a envoyé promener, qu'on a rejeté, qu'on a méprisé. Cette personne-là va vous apporter une ouverture d'esprit, une fidélité, parce qu'elle va vous être reconnaissante de l'avoir embauché de votre entreprise. Elle va être loyale, fidèle. C'est une personne aussi qui ne va pas s'arrêter au premier problème. Elle a l'habitude, elle nous vit au quotidien ces problèmes. Donc, elle va se dire, OK, on a un problème, clac, bonne solution, comment fait-on maintenant? On analyse, plan A, plan B, plan C. Par exemple, dans mon expérience professionnelle, je me suis retrouvée dans une situation extrêmement difficile. Juillet 2016, je suis embauchée comme chef de projet marketing après 8 ans de droit. Ma mission,
était d'adapter les produits, les services et le parcours client aux personnes en situation de handicap. 2 personnes dans l'entreprise me soutenaient inconditionnellement, le PDG de l'entreprise et la directrice marketing et communication. Ça, c'était une vraie chose, puisque c'était une énorme filiale française qui était la plus grosse filiale au monde. Donc, j'arrive le premier jour. Dans ma petite tenue professionnelle du droit, la jupe au-dessus du genou, le brushing impeccable et le talon. Je me présente avec enthousiasme à mes collègues et leur explique ma mission. 2 minutes plus tard, ma directrice marketing et communication nous annonce sa mutation avec effet immédiat au siège. Tout je venais. Bon, il me reste le PDG. Une semaine après, j'apprends par hasard dans la presse qu'il avait démissionné. Et comme évidemment, on dit jamais 2 sur 3. À son retour de vacances, le 17 août 2016, mon manager m'annonce que mon budget annuel pour mener à bien ma mission avait été, pour la petite histoire, mes collègues avaient un budget entre 400 et 750 000 euros par an. Et moi, formidable. Imaginez ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Une petite voix à l'intérieur de ma tête me disait « Mais Virginie, mais retourne dans ton service juridique, tu étais bien mieux là-bas, ne perds pas tout le temps. » Mais moi, il y avait un objectif, il y avait un rêve. Et je n'ai pas accepté qu'on me brise mon rêve. Alors, j'ai fait avec. Je suis restée 18 mois dans cette entreprise. 6 mois à réfléchir à comment faire. Ça prend du temps. Et 1 an pour passer à l'action. En 1 an, j'ai réussi à trouver 70 000 euros de budget. En sachant qu'à cette époque-là, on était dans une phase de restriction budgétaire massive où tous les services avaient entre moins 20 à moins 30%. Et donc, j'ai trouvé miraculeusement 70 000 euros à droite, à gauche, parce que j'ai demandé. Et avec ça, j'ai pu former l'ensemble des agences en France, 3200 agences. J'ai pu aussi rendre accessible toutes les nouvelles agences avec des moyens assez dérisoires parce que je connaissais les beaux fournisseurs, etc. J'ai pu adapter aussi les produits d'assurance, les services, l'assistance, etc. En un an, il paraît que j'ai fait des miracles. Et pourquoi j'y suis arrivée? Pas du tout parce que je suis exceptionnelle. C'est simplement parce que j'ai passé ma vie à trouver des solutions pour être normale. Quand je faisais mes études, quand je suis arrivée à l'université d'avocat, enfin à l'université de droit, pardon, évidemment, la cure n'était pas accessible. Je suis allée voir tous les professeurs un par un pour leur demander une cure. Aucun n'a accepté. Je me suis dit, bon, j'ai essayé quand même, en lisant sur les lèvres, de gratter. Je n'y suis pas arrivée, j'ai loupé 1 phrase sur 2, l'horreur. J'ai décidé d'acheter tous les livres de tous les professeurs, 1 200 euros de budget, quand on est étudiant, et ça fait mal. Je me suis aperçue que les livres étaient beaucoup plus complets et épais que les cours que nous avions. Et qu'en plus, on n'avait pas d'actualité juridique. Donc, on n'était toujours pas la bonne solution. Au final, j'ai fini par demander
à des étudiants de me mettre à côté d'eux, de prendre leur cours. Et 2 ans après, j'avais carrément mis en place un système où je n'étais plus redevable, où je n'étais plus moi, qui était toujours, je vous plains. Parce que ça, être une victime, c'est quelque chose qui est difficile, que personne n'aime. Donc, j'avais mis en place un système de troc où pendant que la personne prenait le cours, moi, j'avais le livre, et avec les deux, je faisais les notes, les synthèses, pour réviser les partiels. Et quand des amis étaient absents, il y avait tout mon réseau, et donc je pouvais passer les copies, les cours à ceux qui étaient absents, et c'était toujours moi qui avais le meilleur cours de l'office. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai passé ma vie à trouver des solutions pour finalement réaliser mes rêves. Voilà ce que peut vous apporter la diversité quand vous êtes dans des situations difficiles. Toujours des personnes qui passent aux difficultés vont toujours s'en sortir. Toujours des personnes aussi qui sont psychologiquement plus solides, puisqu'elles ont l'habitude des problèmes. Elles ont l'habitude d'avoir une vie personnelle qui n'est pas toujours simple. Mais parfois, il arrive qu'elles aussi soient dans des périodes un petit peu plus difficiles et c'est aussi à vous de les aider, de les accompagner. Ensuite, je profite pour casser un petit peu quelques préjugés qu'on a tous. Évidemment, moi la première. C'est qu'il faut prendre conscience que seulement 15% des handicaps nous sont de naissance. 85% nous sont au cours de la vie. 50% nous sont avant l'âge de 55 ans. Donc ça peut tous nous arriver du jour au lendemain. Est-ce que vous allez accepter le jour où ça vous arrive de rétrograder en termes de dignité, de rôle, de place dans l'entreprise? Et c'est pourtant ça la réalité. Donc, quelle est la place que nous laissons aujourd'hui à la vulnérabilité? La vulnérabilité est une force extraordinaire, mais personne ne nous l'apprend. On ne nous l'apprend surtout pas à l'école, puisqu'on est en compétition. On ne nous l'apprend surtout pas dans les entreprises, puisqu'on a une logique de capital. Mais c'est la vulnérabilité qui va nous permettre de voir quels sont les endroits où il y a des failles, quels sont les endroits où il y a problème. Ça aussi, c'est la force de la diversité. Les personnes qui sont différentes sont des personnes qui sont en permanence dans des situations où on leur renvoie à leur différence. Et donc, quand vous mettez en place des produits ou des services, vous voyez bien que moi, ça ne me correspond pas du tout. Et donc, le fait d'introduire dans les équipes ce type de profil vous permet de voir ce qui ne va pas dans les process, dans l'organisation, dans la manière de travailler. Ce sont des personnes extrêmement pragmatiques, des personnes qui ont une énergie qui n'est pas la même que la vôtre. Souvent, si c'est un handicap physique, un handicap psychique, un handicap mental, ces personnes-là ont besoin de beaucoup d'énergie pour compenser. Donc, elles ont une énergie limitée pour le travail. Mais c'est une énergie qu'il veut optimiser au maximum. Donc, pour vous, c'est une notion formidable pour gagner du temps, pour vous organiser autrement, mieux, etc. Deuxième préjugé que je souhaitais faire tomber, c'est qu'on imagine systématiquement que ce sont des personnes qui ont plus souvent des problèmes de santé que les autres. C'est souvent celles qui peuvent le mois d'arrêt de travail, sauf quand on a des maladies chroniques, des cancers, des choses comme ça. Là, on est d'accord. Ensuite,
au point suivant, que ce soit des personnes qui coûtent très cher à l'entreprise. Peu encore. Effectivement, il y en a qui demandent des aménagements de poste, mais c'est seulement 20% des handicaps. Est-ce que vous allez vous priver de la richesse du handicap parce qu'il y en a seulement 20% qui nécessitent un aménagement de poste? Et quand elles nécessitent un aménagement de poste, vous avez des aides de la FIP, du FIPH, je ne sais pas quoi. Bref, vous n'êtes pas seul à supporter le poids de ces personnes. Et pour la petite histoire, j'ai entendu là récemment une personne qui s'appelle Vincent Ferry, qui a eu un accident de moto. Il s'est retrouvé à l'hôpital pendant un petit moment, pendant 8 mois, je crois. Et cet homme était le PDG d'une entreprise qui s'appelle Claire Fontaine. Alors évidemment, en son absence, l'entreprise a fait ce qu'elle a pu, elle a un peu végété, et puis les collaborateurs ont décidé de prendre des initiatives, de prendre des responsabilités en attendant que le PDG revienne. 8 mois après, le PDG est revenu. Il est revenu physiquement diminué, avec moins d'énergie. Donc il a commencé à sabrer les réunions en disant la réunion d'1h30, mes réunions à moi vont durer 20 minutes, on va droit au but, à l'essentiel. Ensuite, il y avait les déplacements. Il se déplaçait énormément. Il a réorganisé sa manière de travailler par le télétravail, par plein de manières de travailler différentes. Et il s'est rendu compte qu'il était plus productif en utilisant des manières de travailler différentes, adaptées à sa manière de fonctionner, à sa nouvelle énergie. Et en plus, comme il avait moins d'énergie, il a donné davantage de liberté à ses collaborateurs. Il était juste là pour donner une direction à l'entreprise et d'arriver quand il y avait des projets. Résultat, quelques années plus tard, je crois, je ne suis pas sûre, 3 ou 4 ans plus tard, l'entreprise avait doublé son chiffre d'affaires, avait doublé ses effectifs. Et tous les employés sont extrêmement heureux de cette entreprise. Il n'y a plus de turnover. Et le troisième préjugé sur lequel je souhaitais attirer votre attention, c'est que selon la FIP, qui est un organisme qui prend en charge les aménagements de poste, 93% des personnes qui travaillent avec des personnes en situation de handicap dans les équipes sont heureuses, satisfaites. Donc ce n'est pas l'horreur que vous imaginez. Nous allons maintenant, si vous êtes d'accord, arriver à mon 3e levier. Qui veut connaître mon 3e levier ou qui préfère que je m'arrête là? Mon 3e levier est celui, bien sûr, de l'innovation. Alors, ça paraît évident quand on dit ça, encore. Mais l'innovation, c'est vraiment l'élément majeur que peut vous apporter une personne en situation de handicap. La personne en situation de handicap, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est une personne qui ne rentre pas dans le moule. Or, vous qui travaillez dans une entreprise, quel est votre objectif? Gagner de l'argent. On va appeler ça achat. C'est gagner de l'argent, on est d'accord? Bon. Et en France, nous sommes sur un marché saturé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent les grands groupes investissent en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Mais si je vous disais, moi, qu'il y a encore des marchés à prendre, et ces marchés-là que vous pouvez prendre, c'est grâce à la diversité. C'est la diversité qui va vous faire prendre conscience que ce marché-là existe. D'ailleurs, Google, Amazon,
comment il s'appelle, celui Alibaba en Chine, l'ont très bien compris. Et maintenant, dans leurs équipes, ils intègrent de la diversité. Les femmes, les minorités, les personnes en situation de handicap. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de tellement important? Parce que, imaginez, je suis la personne d'origine étrangère. Je ne maîtrise pas très bien le français. Je vais dans un centre commercial où il y a des écritures partout. Je ne comprends pas grand-chose. Je cherche un produit spécifique. Je ne le trouve pas, évidemment. Je ne vais rien dire. Je suis une personne âgée. J'ai besoin de me paquer de riz en hauteur. Je vais aller demander de l'aide. Je vais à l'accueil. 2 personnes, je suis en train de discuter. J'attends patiemment. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Personne ne s'occupe de moi. Je suis une personne sourde. J'ai des démarches administratives à faire. J'essaye de communiquer, d'expliquer mes problèmes, mes besoins. La personne en face se moque de moi et me dit oui, bon, on va au guichet d'à côté et puis on me balade de guichet au guichet. Je ne dis rien. Ce sont des personnes qui ne disent rien, qui sont les plus dangereuses. C'est celles qui vous font perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, c'est le client qui ne revient jamais. Vous comprenez maintenant l'importance d'avoir de la diversité dans vos équipes pour repérer où sont les failles dans votre système, où sont les erreurs, les manques dans le parcours client, dans les produits, dans les services. Et c'est là où vous allez gagner des parts de marché. Vous allez me dire, ouais, mais ça coûte cher, ça prend du temps, c'est pas notre cible. C'est ça que vous vous dites? Eh bien, détrompez-vous. Vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de choses que vous utilisez dans votre vie quotidienne qui ont été faites à la base pour des personnes en situation de handicap. Les lunettes de soleil. C'était pour des personnes qui étaient atteintes de la syphilis et qui étaient devenues photosensibles à la lumière. On a inventé les premiers verres bleus. Les assesseurs pour les personnes en fauteuil roulant. Ces assesseurs ont ensuite été élargis à l'ensemble du public pour la première fois avec les mineurs pour qu'ils descendent dans les mines. Il y avait aussi le téléphone. Le créateur du téléphone était Graham Bell. Sa maman était sourde. Et il voulait communiquer avec elle par vibration, etc. Et il a inventé par hasard le téléphone. La télécommande, c'est également pour des personnes qui étaient tétraplégiques. La famille en avait ras-le-bol de changer la chaîne pour la personne. De manière plus récente, il y avait les exosquelettes. Ça, c'est l'invention dont tout le monde parle en ce moment dans le domaine du handicap. Savez-vous qu'en armée a repris cette réflexion pour justement rendre ces soldats plus performants dans la durée et sur le terrain? Et qu'aujourd'hui, les ergonomes, pour toutes les tâches un petit peu répétitives, commencent à mettre en place des exosquelettes pour la main. Par exemple, la caissière, des choses comme ça. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ce que vous pouvez faire
pour les personnes en situation de handicap ou les personnes de la diversité de notre guerre, etc. Sur des choses que le grand public va s'approprier pour son propre confort. L'Europe, que vous avez pour les spectacles, la mairie, c'est très pratique quand on a une poussette, une valise. Il y a 2 jours, j'étais à Paris pour une conférence. Il y avait une valise grande comme ça, large comme ça, hyper lourde, parce qu'une femme, c'est forcément hyper lourd. Et je vous assure, pendant 2 jours, je me suis travaillé cette valise dans le métro. L'horreur! À Paris, 3% des stations de métro soient accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. Imaginez le nombre de personnes âgées, le nombre de personnes qui se cassent la jambe, qui prennent le métro tous les jours. C'est épuisant. Donc, c'est vraiment une histoire de confort pur et simple. Et ensuite, le dernier point que je voulais voir avec vous, et après je suis sympa à vous laisser tranquille, profiter de la journée, c'est que la diversité est aussi un moyen très original de faire parler de vous. Aujourd'hui, il y a une tendance. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais il y a quand même une tendance. C'est que dans la mode, dans tout ce qui est artistique, on manque tellement d'inspiration que maintenant, on va chercher des personnes différentes. Des personnes qui ne sont plus noires, ou jaunes, ou marron, ou vert, ou bleu. On cherche des personnes qui ont le vitiligo, qui sont bicolores, comme les vaches. Vous voyez? On cherche des personnes qui ont un membre mât. On cherche des personnes qui ont une expression du visage particulière, c'est-à-dire soit qui vieillissent trop vite, soit qui vieillissent moins vite que la normale, etc., etc. Regardez le phénomène Bilal en ce moment à l'Eurovision. Il est queer. Il nous a fait un formidable message. On aime sa voix, on n'aime pas sa voix, chacun son opinion. Mais, pour la première fois, il a fait monter sur scène de la diversité. Lui est queer. À côté de lui, il y avait une danseuse de danse classique qui était au fort surpoids. Et il y avait également une danseuse sourde qui s'exprimait en langue des signes par gestes. Quel est le message que sa prestation nous a fait passer? C'est que qui que vous soyez, quel que soit votre âme, vous pouvez y arriver si vous croyez en vous. Donc ma vraie question, c'est quelle image de votre entreprise voulez-vous donner? Voulez-vous donner une image traditionnelle, conformiste? Ou voulez-vous montrer une entreprise qui représente la France telle qu'elle est aujourd'hui, dans cette diversité, avec ce possible? Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous sortez des sentiers battus, quand vous utilisez intelligemment la différence, la diversité pour faire passer des messages, en termes de communication, de marketing, sur les réseaux sociaux, il faut le travailler. Ça vous coûte 0. Vous savez quelle est ma plus belle carte de visite? C'est mon handicap. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques mois, j'ai eu une vidéo qui a un petit peu fait le tour des réseaux sociaux. Il y a des personnes qui étaient en classe avec moi, en maternelle, qui m'ont envoyé des messages. Honnêtement, moi, je ne me rappelle absolument pas de qui était avec moi en maternelle. Mais les parents se souviennent que dans la classe de leur enfant, il y avait une fille sourde qui s'appelait Virginie. Virginie de la Lande.
Et ça, c'est quelque chose, c'est un pouvoir extraordinaire que je vous mets aujourd'hui à disposition. La différence est dans l'œil de celui qui regarde, de celui qui juge, de celui qui condamne. Aujourd'hui, je vous invite à voir la différence comme une formidable opportunité de faire autrement, de tester le champ des possibles, de surprendre. Et je vous invite, chacun, chacune, à partager vos talents individuels, votre différence, pour les mettre en commun et construire ensemble un monde meilleur, un monde dans lequel nous avons chacun, tous, notre juste place et nous sommes respectés. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage poignant, plein d'humilité, plein de belles choses. On va être attentif à vos ressentis. On va vous inviter à utiliser l'application Klaxoon. Virginie va rester avec nous quelques instants. Ici, un code de connexion, il a changé depuis hier. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur l'application Klaxoon. Julie, tu viens nous expliquer comment on procède ? Bonjour à tous, je suis Julie de Klaxoon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Klaxoon, c'est un outil de productivité adopté par des millions d'équipes à travers le monde. Vous allez pouvoir adresser tous les moments de collaboration, tous les moments, n'importe quel contexte, n'importe quel format de collaboration. Ici, aujourd'hui, on va l'utiliser plutôt pour donner du feedback. On va vous proposer d'interagir, de donner vos retours, votre ressenti sur les conférences que vous allez voir. Donc, à chaque fin de conférence, c'est le même code d'accès qui sera mis ici. Il vous suffit d'aller sur klaxoon.com avec votre smartphone, de rentrer le code et puis de laisser en un mot, 2 mots, 3 mots ce que vous avez pu ressentir et puis permettre à Virginie aussi de récupérer tout ce contexte, tout ce feedback. Voilà. Merci à vous. On y va, on se connecte. Le code, la boîte rose, on clique et saisissez tout ce que vous avez envie de partager avec Virginie et avec tout le monde. Qu'est-ce que ça vous a généré comme réflexion, comme envie de bouger dans vos façons de faire, peut-être un ressenti, une émotion? Regarde Virginie. Partage. Inspirant. Ouais, c'était très inspirant. Bougez les lignes. Espoir. Le code, s'il vous plaît, on peut le remettre quelques instants pour avoir plus de retours. Superbe, magnifique, bravo. Alors, le code WESKRM. WESKRM. Et n'hésite pas, Virginie, si tu veux, quand on va voir les mots, commenter, attraper certains des mots et voilà, si ça résonne pour toi. Bien sûr. La voix du changement. Ça bouge beaucoup. Doucement, doucement. Merci. Ouais, t'es touché par tout ça, touchant. Je crois que le côté touchant est partagé. Ok. Des changements, sortir du cadre. Bah oui, sortir du cadre, on est dans la diversité. Hein. Faire bouger les lignes. Ok, merci à tous pour ces infos. Tu veux dire un mot? C'est bon? Non. Parfait.
Passez une très belle journée. Ouais, on vous souhaite à tous une très belle journée. On vous retrouve dans quelques minutes. Bravo encore. Ouais, il y a une Alors, lignée entière c'est de. bravo pour les personnes sourdes. Comme on n'entend pas le bruit, c'est visuel. Super. Eh ben, on va regarder cette symbolique-là. Merci à toi, Virginie. Bonne suite de journée à tout le monde. On vous retrouve dans quelques instants avec une prochaine conférence. C'est la suite, les ateliers, les règles de comptoir, les comptes, les coaching, codev sur le comptoir des artisans. Voilà, plein de choses à aller butiner dans cette fabrique. On vous retrouve dans quelques instants.